Chers amis, nous allons commencer. Chers amis, bonsoir à vous tous. Merci beaucoup à Madame Susanna Ceccardi d'être là, députée italienne de la Lega. Merci beaucoup Susanna, co-organisatrice de cet événement. Merci beaucoup également Nikolaus Fest d'être là avec nous, chef de la délégation française délégation allemande, pardon, quel lapsus révélateur de la délégation allemande. Merci beaucoup Philippe d'être à mes côtés. Et je tiens également à excuser Tom Vandertrisse de Vlaams Belang, qui malheureusement est un petit peu malade, rien de grave, quelque chose de saisonnier, mais qui est au fond de son lit aujourd'hui. Nous allons penser à lui, mais on le remercie parce que son bureau a effectivement beaucoup œuvré pour que cette journée puisse se réaliser. Écoutez, je suis ravie de vous voir aussi nombreux aujourd'hui dans cette salle pour notre conférence pour évoquer le nouveau danger qui menace l'Europe, le wokisme. Nous assistons à un phénomène, donc les manifestations les plus évidentes paraissent très récentes. Les mots sont apparus dans le champ médiatique, dans le champ académique, scolaire et politique, et ça peut sembler anecdotique, comme si une bande de farfelus venait jouer avec des concepts qui concernent 0,001, 0,0001 de la population. On se rend compte de ce que nous appelons l'intersectionnalité. C'est en fait le croisement d'un certain nombre d'idéologies en apparence très différentes, par exemple le féminisme et l'islamisme, mais qui ont en point commun l'objectif de la destruction de notre civilisation. Et quand je parle de civilisation, je parle bien sûr de civilisation européenne. Notre civilisation qui est fondée sur la raison, sur la liberté, notamment la liberté d'expression et la confrontation des idées, et l'égalité. Quand on lève les yeux, on se rend compte que le wokisme est en train d'envahir en réalité tous les terrains. Comme politique, nous ne pouvons pas rester à l'écart de cette expression sociétale, mais nous devons aller au-delà du constat et comprendre le phénomène de fragmentation de nos sociétés et bien sûr, encore plus important, d'y apporter une réponse. On avait demandé à Madame Bérénice Levet, philosophe et essayiste, de venir présenter son livre « Le courage de la dissidence », mais elle a eu un empêchement de dernière minute et nous sommes très heureux et honorés de la présence avec nous ce soir de Monsieur David Lépée, intellectuel français, essayiste, suisse, essayiste. C'est presque quand même, c'est leur... tout le monde devient français. Les Allemands, voilà, tout le monde. Les Suisses, tout le monde est français. Directeur d'une revue prestigieuse et reconnue et qui participe activement à des publications de haut niveau de réflexion. David Lépée nous fera part de ses réflexions au sujet du wokisme et son analyse du phénomène. Alors, pour l'organisation, ensuite nous allons passer la parole à Madame Ceccardi et Monsieur Fest. Ensuite, la parole sera donnée à la salle, donc notez bien vos questions pour vos questions et vos réflexions. Et c'est Philippe Olivier qui conclura nos travaux avant de prendre un pot ensemble. Je remercie Monsieur Toscher, je remercie aussi les assistants de nos bureaux respectifs pour avoir contribué à l'organisation de cette soirée et je remercie les interprètes qui sont là. C'est mon métier de base, hein, vous tous, donc on va essayer, je ralentirai les intervenants s'ils parlent trop vite. On a une traduction ce soir en anglais, italien, allemand et néerlandais, donc merci vous tous les interprètes d'être là et je vous assure que nous allons essayer de respecter nos horaires et de respecter une cadence de parole. Et sans tarder, je vais laisser maintenant la parole à Monsieur David Lépée. Bonjour, je vous remercie pour cette... Ah, il s'est éteint. Est-ce que voilà, on va commencer par un point technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ça va comme ça, très bien. Alors je remercie le groupe parlementaire ici pour cette invitation. Je vais faire attention à ne pas parler trop vite parce qu'on trouve en général que je parle trop vite, surtout pour un Suisse. Donc par respect pour les interprètes qui font un ouvrage si difficile, je vais essayer de ne pas leur compliquer la tâche. Alors, pour revenir à la base de ce qu'est le wokisme, je serai très bref parce qu'en fait, l'introduction
citation que vous venez d'entendre dit déjà l'essentiel de ce dont il s'agit, et j'ai l'impression que si vous êtes là, c'est que vous voyez grosso modo de quoi il en retourne, le wokisme, cette idéologie, on verra justement si on peut utiliser ce terme, qui nous vient d'outre-Atlantique, tout en ayant puisé dans certaines de nos écoles philosophiques françaises, je pense à ce qu'on appelle la French Theory, mais qui en fait n'est pas une pensée politique française, mais est une synthèse, un assemblage américain de penseurs français, les penseurs qui annoncent la déconstruction, les Jacques Derrida, Bourdieu dans une certaine manière, Michel Foucault beaucoup. Je ne vous ferai pas un cours de philosophie sur la question parce que j'ai préféré me concentrer ce soir sur des enjeux pratiques. En revanche, si le sous-texte philosophique de tout cela vous intéresse, je vous renvoie au livre de Madame Bérénice Levet. C'est d'ailleurs un honneur de prendre de la remplacer. On aurait préféré qu'elle soit là, certes, mais disons c'est un honneur d'être assis sur ce siège. Et je vous recommande ces différents ouvrages et articles sur la question. Alors, quand on parle de wokisme comme danger pour l'Europe, la première question c'est en quoi est-ce un problème? On pourrait finalement tout à fait reconnaître l'existence de ce phénomène tout en s'en accommodant ou en considérant que c'est une bonne chose, que c'est un changement nécessaire et profitable. Je ne suis pas de ceux qui pensent cela, mais disons ce qui pourrait encore nous faire croire que ce n'est pas bien grave, c'est que, comme il a été dit dans l'introduction, ça ne concerne qu'une infime partie de la population. Le journal L'Express, journal français, avait fait une enquête en 2021 pour savoir auprès de gens pris au hasard dans la rue ou par téléphone ce que les gens pensaient de concepts comme la masculinité toxique ou le racisme systémique, des termes très connotés, très doctrinaux, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Eh bien, même si on en entend beaucoup parler, déjà en 2021, le résultat est sans appel. 80% des Français interrogés n'avaient jamais entendu parler de ces termes et n'avaient qu'une vague idée de ce dont il était question. Alors, on se dit oui, bon, alors effectivement, peut-être que c'est pas si grave, mais c'est cette disproportion qui interroge. Ça peut faire écho à un autre sondage qui avait été fait par l'hebdomadaire Marianne. Alors là, c'était bien avant, il y a 20 ans, en 2002, auprès des journalistes sur leurs intentions de vote. Il semblerait que 80%, alors là, c'est des journalistes français, aient l'intention de voter pour un candidat situé grosso modo à gauche. Alors évidemment, le wokisme et la gauche ne sont absolument pas synonymes, mais si je mets en parallèle ces deux sondages, c'est parce que on se retrouve dans une situation où un concept qui n'intéresse et ne concerne qu'une infime minorité de la population est brandi comme un sujet prioritaire par un corps de métier, les journalistes, dont on sait maintenant, grâce à tout un ensemble d'enquêtes, qu'ils ne sont pas représentatifs de la dite population. Le directeur de la Fondation Res Publica, Joachim Le Floquimat, disait dans le Figaro Vox du 25 août dernier, le déconstructionnisme, peut-être parce qu'il conduit à l'éviction de la question sociale au profit de combats sociétaux, est presque inexistant chez les classes populaires. Voilà, c'est ce que je disais. Plusieurs études montrent qu'il mobilise majoritairement des étudiants et jeunes actifs issus de milieux plutôt privilégiés d'un point de vue financier et culturel. Les tenants de ce courant ont par ailleurs réussi à investir massivement le monde de l'université et des médias, et donc de se positionner au premier plan du débat d'idées. Ils sont par ailleurs très visibles sur les réseaux sociaux où ils bénéficient d'une prime octroyée à la radicalité. À une époque où les réseaux sociaux contribuent à dicter l'agenda politico-médiatique, il n'est pas surprenant qu'un décalage s'opère entre les sphères élitaires et le pays réel. Alors on peut lire dans cette critique une critique des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut faire un peu attention à ça. Ah, très bien, je vais ralentir un peu, excusez-moi. Je pense qu'il faut faire attention à ça parce que si les réseaux sociaux exacerbent un côté, surtout dans tout ce qui est le pilori, la cabale, la justice expéditive, c'est le mauvais côté des réseaux sociaux. Il n'empêche que malgré cela, on peut y dire encore plus de choses que dans les médias de grand chemin, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de cible. D'ailleurs, je vous invite pour peu que vous ayez un réseau social assez large avec des gens de tendances politiques différentes, à faire l'exercice vous-même.
promenez-vous une quinzaine de minutes sur les réseaux sociaux, regardez quelles publications ont trait au wokisme. Je peux vous assurer que la grande majorité des populations hostiles et critiques seront le fait d'usagers des réseaux sociaux et que la grande majorité des publications favorables sont en fait des publications sponsorisées, issues des placements de produits, des placements publicitaires liés à des institutions ou des entreprises. Ce qui fait qu'on voit déjà que le rapport idéologique se fait entre, on pourrait dire, le pays réel et le pays légal, entre un monde officiel et la société civile, l'opinion publique qui est ou indifférente ou majoritairement critique. La professeure britannique d'origine palestinienne Lama Abou Odeh disait le 3 juin 2021 dans le Figaro Vox, cette nouvelle génération, donc les jeunes dont nous venons de parler, occupera bientôt des postes de responsabilité et opérera une transformation profonde du système occidental. Ces militants deviendront les futurs enseignants et occuperont des postes au sein des gouvernements et à la tête des institutions culturelles. Et c'est bien de cela dont il faut se méfier, parce que même si on a établi que les woke avaient ce profil-là minoritaire, eh bien, aussi minoritaire soit-il, ils empruntent des voies professionnelles de formation qui vont leur donner un poids considérable dès qu'ils seront entrés dans la vie active. Et c'est pour ça que on est dans un rapport où ce n'est pas la démocratie qui l'emporte. Sinon, ce débat n'aurait même pas lieu d'être, parce que le wokisme serait tellement marginalisé qu'il ne serait même pas sur la place publique, mais où le rapport de force est lié au capital, bien entendu, mais aussi à ces courroies de transmission que sont les médias, le lobbying dont les institutions, dont sont issues finalement les lois. Les gens qui sortent de ces écoles avec ces idées-là vont devenir professeurs, éditorialistes, magistrats ou fonctionnaires ou cadres supérieurs dans le secteur privé. Si on laisse faire, eh bien, voilà, qui ne dit mot consent. C'est un argument qui revient souvent et que je peux comprendre, de gens qui disent mais attention, ce débat c'est un piège parce que c'est une diversion pour nous distraire des vrais sujets sérieux qui sont les sujets économiques, sociaux, sécuritaires, migratoires ou que sais-je encore. Et c'est vrai que ces sujets-là, quelque part, c'est des sujets matériels, solides. Et les médias utilisent sans doute un peu le wokisme et le sociétal en général pour nous distraire. Néanmoins, si on se contente d'ignorer ça en disant ce n'est que de la diversion, je pense qu'on fait fausse route, parce que ce sociétal-là va au-delà de simples modes et de simples discours de salon, puisqu'il touche à des questions anthropologiques. Comme c'était déjà le cas il y a une dizaine d'années, par exemple, au sujet du mariage pour tous. On se trouve dans cette situation où, si on se contente d'être dans le déni, on risque de passer à côté de l'essentiel et surtout de laisser faire un certain nombre de changements pour lesquels il faudrait bien réagir. C'est la fameuse technique du chaudron dont on parle chez les Grecs anciens, où un homme prête un chaudron à son ami et son ami le lui rend avec un trou, et par mauvaise foi il nie en disant il y a pas de j'ai pas fait de trou. Après il dit le trou y était déjà, et à la fin de toute façon tu ne m'as pas prêté de chaudron. Donc là c'est ça. On commence par le terme woke. Souvent on nous dit oui, mais c'est un terme péjoratif en soi, hein, ça vient de awake, éveillé, alors qu'en réalité c'est devenu un peu péjoratif par la polémique, mais il a été utilisé tout d'abord par les gens qui sont réclamés. Donc on nous dit ça n'existe pas. Ensuite, on finit par dire oui, ça existe, mais ça a toujours été le cas. Ça s'appelle le progrès, c'est pas nouveau. Et ensuite, oui, bon, d'accord, c'est nouveau, mais c'est formidable. Donc, on est pareil. On retrouve cette rhétorique-là, pareil, autour du grand remplacement, autour du phénomène migratoire. C'est toujours la même chose. C'est un petit peu la grenouille dans l'eau tiède. Alors, y aura-t-il une autorégulation du phénomène? On peut se le dire. Ça, parce que je vais vous proposer certaines pistes de résistance, mais il y a une piste toute simple, qui est un peu dangereuse, et c'est pour ça que je la préconise pas, mais ce serait l'attentisme. Ce serait le fait d'attendre. Ça me fait penser c'est un peu comme Marx à l'égard du capitalisme. Il y a deux Marx. Il y a le Marx qui dit il faut faire la révolution, puis il y a l'auteur du Capital qui dit oui, mais de toute façon, structurellement, le capitalisme va s'écrouler sous le poids de ses propres contradictions. Il avait raison, seulement il n'a pas dit à quelle échelle de temps. Donc en attendant,
pour éviter les générations sacrifiées, je pense que simplement regarder les woke s'entre-déchirer parce que en attendant de distribuer les bons et les mauvais points, c'est un petit peu dangereux parce que même si ça arrivera, cette autodestruction arrivera, j'en suis persuadé, je ne sais pas quand. Et nous avons des enfants, c'est surtout pour cette génération-là qu'il faut se battre. Un philosophe, je ne sais plus lequel, quand on lui posait la question « Êtes-vous inquiet pour vos petits-enfants ?» il répondait « Non, pour mes petits-enfants, pas, c'est pour mes enfants que je suis inquiet. » Ça sous-entendait que, sans doute, le naturel reviendra au galop, mais quand et à quel prix c'est ce qu'on voit dans de nombreux phénomènes historiques. En Chine, que je connais bien, j'ai eu des beaux-parents qui étaient d'anciens gardes rouges. La révolution culturelle est l'exemple typique d'une génération sacrifiée où on ne savait pas quand la chose s'arrêterait. Les choses sont revenues, les excès ont été annihilés, mais au prix d'une génération sacrifiée. Et comme le disait Nietzsche dans le Zarathustra, même si le wokisme était sur le point de céder, il disait quand quelque chose penche et est prêt à s'effondrer, il faut encore le pousser, il faut encore donner le pitch-net qu'il faut, ne serait-ce que pour l'honneur. Alors quelles sont nos armes ? Quelles sont les alternatives, quels sont les types de résistance qu'on peut opposer? J'en dresse une petite liste sur laquelle je reviendrai brièvement sur chacune d'elles. Il y a la question du lobbying et du contre-lobbying. Alors là, on est un petit peu au cœur de votre terrain. Il y a la reconquête du terrain métapolitique. Le métapolitique, c'est le domaine du débat d'idées, du culturel, de ce que les anglo-saxons appellent le soft power. Il y a des techniques qu'on pourrait qualifier de court-circuitage. Et il y a l'utilisation du spectre politique en exerçant des pressions à gauche et à droite, qui sont des pressions, on va voir, de type tout à fait différent. Et ensuite, alors là, c'est l'aspect le plus philosophique de mon propos, c'est la question de la subversion du cadre libéral, à savoir si le wokisme s'inscrit comme un dévoiement du libéralisme ou comme une réaction antilibérale. Grand sujet. Et dans le cadre de ce débat d'idées, je pense que l'humour, je m'y arrêterai à la fin, est une arme tout à fait efficace parce qu'en face, ils n'en ont pas beaucoup déjà. Et tout ça s'inscrit dans le cadre d'une résistance culturelle qui est celle de nos nations européennes, je mets au pluriel parce que ce sont des cultures et de mœurs différentes, mais dans lesquelles tous nous pouvons puiser pour résister au wokisme. Alors, le lobbying, très brièvement, je serai très bref parce que c'est un sujet que vous connaissez sans doute mieux que moi. On voit qu'il y a il y a cet apport, cette exportation anglo-saxonne et notamment américaine qui vient chez nous, notamment par le biais des institutions européennes et plus localement, ça s'est passé par le biais des pays d'Europe du Nord, d'un certain nombre de pays scandinaves qui ont servi de tête de pont à différentes théories anglo-saxonnes par le biais des universités, lesquelles étaient beaucoup plus tournées vers l'Ouest, en partie d'ailleurs parce qu'il y a une maîtrise du plurilinguisme et de l'anglais qui est traditionnellement plus forte en Suède, en Norvège, au Danemark, pour des raisons en fait liées à la linguistique. Or, on voit maintenant que l'Union européenne elle-même tend à utiliser ces conditions de wokisation comme des mesures éventuelles de pression sur les pays dans le cadre d'accords bilatéraux ou d'échanges de plus ou moins bons procédés. On voit ce qui arrive dans certains pays de l'Est, la résistance de gouvernements comme ceux de la Pologne ou de manière générale les critiques qui sont faites par les pays du groupe de Visegrad. Ça a été beaucoup discuté pendant la période de la pandémie, au moment où certaines aides étaient allouées sous des conditions qui n'étaient pas du tout d'ordre sanitaire, mais beaucoup plus d'ordre idéologique. Alors il convient de dénoncer ce lobbying qui est une américanisation qui passe aujourd'hui par les institutions de l'Union européenne, mais il faut le replacer dans un cadre plus général qui est celui de la lutte anti-atlantiste. J'y pensais encore ce matin dans le train en lisant le dernier numéro du Monde diplomatique où on a un article très intéressant qui nous explique comment aujourd'hui les guerres américaines sont justifiées non pas toujours officiellement pour des raisons matérielles, combien même c'est le cœur du problème, mais par une idéologie. Alors pendant longtemps ça a été les droits de l'homme, maintenant ça est en train de changer un peu. J'en lis juste un petit extrait. Depuis quelques années, Washington privilégie un registre inédit
celui de la justice sociale en recyclant des combats sociétaux en vogue en Occident pour légitimer ses interventions. Ainsi, les dignitaires du Pentagone et du département d'État, les têtes pensantes des think tanks influents, mais aussi les représentants des organisations non gouvernementales et les éditorialistes des grands médias, bref, tous ceux qui comptent en matière de politique étrangère, parlent désormais de lutte contre l'oppression des femmes, de défense des minorités ethniques, de droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, faisant écho aux thèmes prisés par la jeunesse diplômée et par certains milieux militants radicaux. Ils élaborent un nouvel objectif stratégique qui pourra leur servir à justifier toutes sortes d'ingérences, ce qu'ils appellent le façonnage culturel sur la base de normes et de mœurs occidentales. Donc le wokisme est un impérialisme, pas seulement dans la lutte culturelle qui a lieu sur le sol européen, mais parfois carrément par la guerre. Alors comment reconquérir le terrain sur le plan métapolitique? On a dit que le cœur de la bête au niveau de la subversion idéologique était les campus universitaires. C'est vrai que si on ne reconquiert pas les universités, si on laisse en déshérence des terrains qui sont jugés traditionnellement hostiles à nos idées, alors on a perdu d'avance, et je pense qu'il y a parfois une espèce de mépris ou de découragement dans le monde professionnel en général à l'égard des professions où on pense être minoritaire, quelles qu'elles soient, que ce soit l'enseignement, les métiers de la communication, les médias, où on se dit, ah là, de toute façon, j'ai pas envie de faire carrière là-bas parce que je serai minorisé, donc je vais pas m'y épanouir. Et à force de réfléchir de cette manière-là, on laisse le terrain à l'ennemi, alors qu'on est tout à fait conscient que ce terrain-là est un terrain stratégique pour faire évoluer le rapport de force. Alors, comme le rapport de force démocratique ne suffit pas, celui-là est en notre faveur, mais il ne suffit pas, il faut pouvoir aussi former des élites anti-woke. Et ces élites, elles vont forcément aussi passer par les hautes écoles, par les universités et par des formations professionnelles pointues qui permettent d'accéder à des postes de pouvoir. Et de même, dans le cadre des universités, je pense que les syndicats étudiants ont un rôle à jouer pour aider les jeunes, notamment à affirmer leur opposition, parce que ce qui est très frappant quand on lit des articles sur le sujet ou qu'on parle à des jeunes gens, c'est de voir les difficultés qu'ils ont à affirmer un sain scepticisme, tout simplement parce qu'ils se sentent minorisés ou menacés par des groupes de pression et des syndicats. Et on a l'impression de dire il suffirait de taper le poing sur la table et de s'affirmer. Mais quand on a 20 ans et des examens à la clé, c'est beaucoup plus difficile. Et là, je pense que les organisations étudiantes auraient un rôle à jouer. Les médias, évidemment, c'est l'autre grand sujet. Là, on va passer une mesure ralentir. Je pense à une mesure plus politique, qui est la question de l'audiovisuel public, dont on pourrait envisager la privatisation, en tout cas partielle, parce que ça permettrait non pas d'inverser la vapeur, mais au moins d'avoir un petit peu de variété. C'était d'ailleurs une des mesures proposées par Marine Le Pen. Elle en a parlé. Je le dis d'autant plus volontiers que je suis moi-même très peu libéral sur le plan économique, et elle non plus, à ce que je me suis laissé dire. Donc il y a un point sur lequel elle s'avance quand même sur le plan de la libéralisation, c'est celui des médias. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit effectivement que l'idéal du service public, qui est le mien, n'a plus de sens à partir du moment où ce n'est plus qu'un vecteur de propagande. Alors, comment court-circuiter ce phénomène? Il est important, il est intéressant de pouvoir s'appuyer sur les sujets historiques eux-mêmes du wokisme. Quand on parle de sujets historiques, c'est une expression, par exemple, on nous dit le sujet historique du communisme, c'est le prolétariat, c'est les ouvriers. Donc on part du principe que le but politique des communistes est de les rallier à leurs idées pour qui votent la communiste, par exemple. Eh bien, quel est le sujet historique du wokisme? Alors c'est pas du tout les ouvriers, bien sûr, surtout pas. Ce sera des catégories très générales, comme les femmes, comme les citoyens d'origine étrangère, les minorités sexuelles, et ces gens-là, finalement, ce ne sont pas des catégories idéologiques, ce sont des catégories, on va dire, grosso modo, identitaires. Et tous, évidemment, et je dirais même la plupart, ne se sentent pas représentés par un mouvement qui fait un hold-up doctrinal sur leur identité. Et il est intéressant de donner la parole autant que nous le puissions à ces gens-là, pour que ces gens-là puissent dire haut et fort qu'ils n'ont pas envie d'être pris en otage par ce discours. J'ai lu récemment un article, par exemple,
qui donnait la parole à de jeunes Français homosexuels et transsexuels qui se plaignaient du lavage de cerveau à leurs propos opéré par Netflix, en disant là le catéchisme va quand même trop loin, c'est désagréable, c'est lourd, ça nous met mal à l'aise, et ça évidemment la parole de ces gens-là a un poids différent dans la mesure où ils sont concernés au premier chef et que cette critique-là porte sur un public différent que lorsqu'elle vient de nous. Il est important aussi d'utiliser les cas les plus extrêmes pour décrédibiliser l'ensemble du système. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les catégories intersectionnelles du wokisme dont nous avons parlé, celle qui est le plus propre à choquer l'opinion publique, c'est ce qui concerne le transactivisme, c'est-à-dire l'activisme lié à la transsexualité, non pas à la reconnaissance légale ou éthique des personnes transsexuelles, mais aux opérations de transition et notamment aux opérations de mineurs et d'enfants. Là, je pense que si on sait mettre le doigt sur un scandale à un moment donné, et il y en a déjà, mais il y en aura d'autres, là, tout peut basculer parce que la grande masse du public, quelle que soit son opinion politique, est sensible à la défense des enfants. Et quand on voit comment, en 30 ans, l'opinion publique a pu... Non, pas l'opinion publique, mais l'opinion officielle appuyée sur une partie de l'opinion publique a pu basculer sur un thème très sensible comme la pédophilie, eh bien, je pense qu'il peut arriver la même chose où, avant 10 ans, avant 20 ans, on se dise, oui, mais, alors certes, la pédophilie, déjà, c'était affreux, mais faire opérer des enfants pour changer leurs organes génitaux, le traumatisme est encore plus grave et plus durable. Et là, il faudra rendre des comptes, et là, je pense qu'on aura de grands procès pour crimes contre l'enfance. Et pour pouvoir mettre le doigt sur ces scandales, il faut des observatoires, une vigilance citoyenne, des organisations, des sites internet qui soient à l'écoute de ce qui se passe dans les hôpitaux, qui fassent des revues de presse et qui puissent vraiment préparer ces grands procès. Alors, concernant le monde politique lui-même, quelle pression peut-on exercer sur la gauche ? La gauche subit en ce moment le syndrome du dieu Saturne. Donc le Saturne mange jusqu'à ses propres enfants. C'est ce qui arrive malheureusement souvent aux révolutions. C'est en train d'arriver à cette révolution-là, pour autant que ce soit une. Et c'est la raison pour laquelle vous qui êtes ici, vous n'êtes pas les plus menacés par le wokisme, parce que vous êtes hors du cercle de toute façon peut-être des gens fréquentables ou des gens du moins du premier cercle des courtisans, et ce sont toujours le premier cercle des courtisans qui prennent les coups de sceptre du roi et pas les gueux que nous sommes. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit que qui aujourd'hui subit cette omerta, ces censures, ces grands procès idéologiques, ce sont plutôt des gens de gauche, parce que c'est d'eux qu'on attend la plus grande rectitude. Il y a cet exemple américain qui a beaucoup fait parler de lui, c'est l'exemple de Madame Rowling, la romancière pour enfants, l'auteur d'Harry Potter, qui avait donné tous les gages possibles de conformité à la bien-pensance woke, mais qui, en tant que féministe, a pris des positions qui n'ont pas du tout passé auprès des trans, parce qu'elle tenait à rappeler qu'il existe une identité sexuelle qui est celle de la femme et avec laquelle on ne peut pas tout mélanger. Et en France, c'est pareil. On voit que celles qui se reprennent les foudres du wokisme, ce sont souvent des femmes de gauche, féministes, Elisabeth Badinter, Caroline Fourest, l'ancienne garde, je ne sais pas si on a de nouvelles, mais des Femen, c'est-à-dire toutes des féministes républicaines et universalistes. Et quand je parle de mettre la pression à gauche, c'est sur ces gens-là, pour leur dire, bon, maintenant, vous avez le choix. Est-ce que vous allez surenchérir face à ceux qui vous accusent, ou est-ce que vous allez enfin freiner et entrer en résistance ? Quant à la droite, les pressions à exercer sont un petit peu différentes.
Et quand je parle de la droite, je parle d'une certaine droite qui est la droite libérale, la droite capitaliste, qui cherche à faire du profit, mais dont on ne sait pas bien finalement si l'idéologie est un moyen du profit ou si quelquefois il le transcende. On peut se dire que certaines entreprises font des choix qui à terme paraissent non rentables ou contre-productifs. Je pense à toutes les affaires concernant Disney et les parcs Disney. Il y a eu des retours en arrière parce qu'ils se sont rendus compte que oui, mettre du wokisme dans les films, ça avait des limites parce que ça pouvait créer des mouvements de boycott, et ce retour en arrière s'est traduit dans la configuration et l'aménagement des parcs Disneyland. Et les médias, eux, ne sont pas vraiment encore soumis à ça parce que la plupart des médias, en tout cas c'est le cas en France que je connais mieux, sont sous perfusion étatique et des perfusions d'annonceurs également, ce qui fait que le lectorat, plaire au lectorat ou même vendre, n'est pas leur priorité. En se retirant de la loi de l'offre et de la demande, eh bien, justement, il ne se pose plus la question de la rentabilité. Et faire une pression à droite, c'est exercer une pression sur ces entrepreneurs pour leur dire, si vous souhaitez continuer à être rentable, vous ne pouvez pas toujours brosser l'opinion publique dans le sens contraire du poil, pour ainsi dire. Les woke ont des associations très offensives, comme les Sleeping Giants, dont vous avez peut-être entendu parler, qui font pression sur les annonceurs de tel ou tel média, de tel ou tel projet, donc sur des sponsors, en leur reprochant de soutenir des projets qui ne seraient pas corrects du point de vue woke, et c'est une menace à la réputation. Et ça, évidemment, on appelle ça même du woke-washing. Eh ben, il faudrait justement protéger les entrepreneurs courageux de ces attaques-là en leur faisant comprendre, indépendamment de leurs propres convictions, que leur intérêt n'est pas de faire un lobbying minoritaire pour les minorités, mais au contraire de s'adresser au plus grand nombre. On a l'exemple de Coca-Cola qui organise des ateliers sur la blanchité. Il semblerait être moins blanc, moins oppressif, moins arrogant, moins sûr de soi, moins défensif, moins ignorant, plus humble à écouter, croire, rompre avec la solidarité blanche. C'est le nom d'un atelier qui s'est tenu chez Coca-Cola, et il semblerait qu'ils soient revenus en arrière justement parce que c'était non pas par humanisme, mais parce que c'était contre-productif dans leurs objectifs capitalistiques. Alors, puisque nous parlons de libéralisme, Comment inscrire cette résistance dans un combat des libertés? Parce que le wokisme, philosophiquement, reste une émanation du libéralisme. On parle parfois de libéralisme libertaire, parce qu'il y a un pan économique, qui est le capitalisme, mais il y a un pan sociétal, culturel, métapolitique, qui est le domaine des idées progressistes. Mais aujourd'hui, ces idées progressistes sont devenues folles, à tel point qu'elles sont devenues à bien des égards antilibérales, puisqu'elles ne s'accompagnent plus du message d'ouverture et de tolérance qui animait le progressisme des débuts. Les régimes libéraux, explique le politologue Patrick Deneen, sont devenus aussi actifs dans leur intervention à l'égard de la politique familiale et des responsabilités parentales que le communisme l'était autrefois. Le libéralisme est devenu un régime autoritaire. Et le wokisme, pour reprendre une expression de Philippe Muret, c'est l'envie de pénal, c'est la pénalisation. Il n'est plus du tout interdit d'interdire. C'est pour ça que quand on pense que le wokisme est une résurrection de mai 68, je pense que c'est une erreur de jugement. Il est libéral dans le contenu, d'une certaine mesure, puisque c'est justement la libéralisation des identités sexuelles, des orientations, mais il est très autoritaire dans la forme. On est passé du libéralisme libertaire au libéralisme autoritaire, et ça se voit non seulement dans le refus de débattre, dans la censure de plus en plus présente, et dans tout un ensemble de mesures qui sont liberticides. C'est ce qui nous ramène dialectiquement dans le camp opposé, qui est le camp de la liberté. Ça fait pas forcément de nous des libéraux, parce que le terme est tellement polysémique qu'il peut poser problème, mais il est important que nous nous profilions comme les représentants de cette liberté. Ça a été dit dans l'introduction, la liberté d'expression, les libertés individuelles, la distinction très importante dans notre culture entre le privé et le politique, parce que le slogan « tout est politique » est potentiellement totalitaire. Tous les camps l'ont dit à un moment donné.
Mais je pense qu'il est intéressant, et c'est un gain d'image, d'apparaître comme étant le camp de la liberté. Et c'est pour ça que même si des mesures doivent être prises au niveau légal et pénal, sur le plan du combat culturel, il est important de ne pas opposer une inquisition à une autre inquisition, comme c'est malheureusement en train d'être le cas un peu aux États-Unis, dans la querelle entre démocrates et républicains, ou entre woke et anti-woke, on a la même pénalisation et le même jésuitisme quelque part. Comme le temps avance, je vais sauter quelques passages et arriver à ma conclusion. Je vous passe le passage sur l'humour, mais je pense quand même brièvement que là, c'est quelque chose qui est en notre faveur, parce que même s'ils ont le pouvoir, nous avons une ou deux choses dont ils sont dépourvus, comme le deuxième degré, l'ironie, et ce qui fait que face au public, c'est très facile de faire rire d'eux. Eux ont beaucoup plus de peine à y répondre. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, ils répondent par la censure, en se vexant, par des procès. La résistance, toutefois, elle est culturelle, parce que nos nations européennes ont elles-mêmes acquis au fil des siècles des méthodes de vivre ensemble, que ce soit entre les communautés, que ce soit entre les sexes. Dans le cas de la France, il y a la question de l'assimilation, il y a le commerce des sexes, la galanterie par exemple, ne s'accommode pas du tout du puritanisme d'importation anglo-saxonne. C'est pour ça que ce produit-là n'est pas si facilement exportable, et c'est ça qu'il faut dire aux gens pour essayer de faire vibrer cette fibre d'une Dolce Vita qui est propre à l'ensemble de nos nations, avec des perspectives différentes. Je vais terminer là-dessus. Je voulais donner un exemple, mais c'est l'exemple de la Suède. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la Suède. La Suède est un exemple intéressant parce qu'ils sont allés très bien. Alors, si je dis des bêtises, vous me corrigerez. Ils sont allés très loin et avant tout le monde dans cette direction. Ça a été le premier pays à reconnaître la dysphorie de genre en 1972, le premier pays à permettre de l'officialiser, donc le changement de sexe, enfin de genre d'abord à l'état civil, le premier à valider la démarche chirurgicale pour passer de transgenre à transsexuel, le premier à rembourser les traitements de transition des 16 ans, et pourtant, depuis 2019 à peu près, notamment grâce au succès d'un document télévisé, ce qui prouve que le combat métapolitique culturel fonctionne, eh bien, le gouvernement a suspendu ses subventions aux promoteurs de la théorie du genre. Un des plus prestigieux hôpitaux est revenu en arrière et refuse de faire des opérations. Et les traitements bloquant la puberté sont retirés des cliniques financées par les contribuables. On observe à une moindre mesure le même mouvement de recul dans des pays à l'avant-garde comme l'Angleterre et les États-Unis. Alors pour conclure, le rapport de force, qu'en est-il aujourd'hui? Comment peut-il évoluer? Quels sont les atouts des woke? L'argent. Ils ont sans doute plus d'argent que nous. L'entrisme dans les institutions. La puissance des lobbies dont on a parlé, des soutiens financiers et gouvernementaux, publics ou privés d'ailleurs. Nous, quels sont nos atouts? Alors il y a le poids du nombre. L'opinion publique est de notre côté si on arrive à lui donner la parole à cette opinion publique. Et si on arrive à obtenir un débat sur l'agora. Parce que, argument contre argument, je pense qu'il n'a aucune chance. La légitimité du temps long, c'est-à-dire qu'une révolution anthropologique, c'est quelque chose de violent. S'appuyer sur notre identité, nos mœurs et notre culture, c'est avoir la validation de ce qui, faute d'être parfait, fonctionne plutôt quand même pas trop mal. L'esprit français est à cet égard important. Dans le mot esprit français, c'est à la fois l'intelligence, mais c'est à la fois aussi un petit peu quand on dit qu'on est spirituel, c'est-à-dire cette dérision, cette ironie qui ne fonctionne pas avec les dogmes autoritaires ou totalisants. Et la capacité à nous battre. Je pense que, enfin, c'est une image bien sûr, mais la capacité à nous battre est importante parce que nous avons l'habitude d'être contredits, de devoir nous justifier sur la place publique, dans les médias quand on nous donne la parole, sur les réseaux sociaux, etc. Eux en face ont moins cette habitude parce qu'on leur déroule systématiquement le tapis rouge, et quand vous alignez vos arguments sur un plateau télévisé où vous n'avez aucun contradicteur, mais que des courtisans, eh bien vous finissez un petit peu par perdre du poil de la bête. C'est exactement comme la différence entre un sportif qui s'entraînerait tous les jours en faisant des exercices, de la musculation, et un autre qui ne le ferait pas parce qu'il n'a plus besoin de courir. À armes égales, on pourrait vite prendre l'avantage.
Voilà, je finirai là-dessus. J'espère que tous ces exemples woke finiront dans les livres d'histoire, parce que ce sont quand même des anecdotes auxquelles nos petits-enfants auront peine à croire, comme aujourd'hui, comme on voit les pages d'histoire de régimes totalitaires du siècle précédent. Et pour ça, ça dépend de nous. Donc je nous encourage tous, dans les domaines qui sont les nôtres, à essayer de renverser la vapeur et de faire évoluer le rapport de force en notre faveur. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lépée, pour votre exposé extrêmement dense. Heureusement qu'on a un enregistrement pour écouter certains de vos passages. Merci aux interprètes. J'ai passé le mot souvent ralentir, mais c'est très difficile dans l'engouement de notre invité. Je comprends, avec son engouement, c'est parfois difficile de ralentir. Je voudrais passer la parole à Susanna Ceccardi. Susanna, tu as écouté, tu viens de l'Italie. J'aimerais te passer la parole pour t'entendre, peut-être tes questions et tes observations sur le sujet et sur l'exposé de Monsieur Lépée. Merci Patricia et merci à Monsieur Lépée pour sa dissertation très intéressante. Et je profite de la traduction et je vais parler en italien. L'ideologia woke, come ha ben spiegato lei, è originata in America ma si sta velocemente diffondendo anche in Europa. E questo è assolutamente sconcertante che proprio in Occidente, che è dove il pensiero occidentale ha avuto origine, nasca il contrario del pensiero, la negazione del pensiero, nasca un movimento che vuole censurare il pensiero differente. Voi sapete che una delle esplicazioni, una delle modi in cui il pensiero si manifesta è quello del confronto tra opinioni differenti, tra idee differenti, tra pensieri differenti. Ce lo insegnano i sofisti, ce lo insegna la filosofia, che comunque ha attraversato i millenni della storia dell'Occidente. E questo nuovo movimento, il movimento woke, si sta diffondendo quindi anche nelle nostre università, soprattutto nelle nostre università, nelle nostre scuole. Ho trovato un interessantissimo sondaggio che è stato fatto in Gran Bretagna, in Università della Gran Bretagna, in due periodi differenti, uno nel 2016 e uno proprio recentissimo nel 2022, il che spiega anche l'evoluzione del radicamento del pensiero woke che ha avuto appunto in Europa. Si chiede agli studenti da questo think tank indipendente che si chiama Higher Education Policy Institute, il 61% degli intervistati dice che le università, in casi dubbi, ossia quando palesemente non vi è alcun discorso discriminatorio, debbano comunque garantire che tutti gli studenti si sentano protetti da ogni forma di discriminazione, piuttosto che la libertà di parola. Quindi il 61% chiede che gli studenti vengano protetti dalle discriminazioni e soltanto il 17% invece preferisce che venga tutelata la libertà di parola. L'attacco al free speech. Il 35% degli studenti ritiene che solo parlare di temi come il razzismo e sessismo sia sbagliato perché li rende accettabili e che la nostra società sia intrinsecamente razzista e sessista sia ormai diventato un dogma, una verità di fede che deve essere accettata senza la minima titubanza, senza analisi né dibattito. Nel 2016 un terzo degli studenti si dichiarava deciso a impedire fisicamente l'accesso al dibattito nei campus a chiunque fosse portatore di idee offensive e la percentuale oggi nel 2022 è salita al 50%, quindi non è ammessa alcuna forma di contraddittorio. E
ancora di più richieste sempre più gravi, liberticide dal sapore totalitario. Nel 2016 soltanto il 14% degli intervistati voleva fisicamente impedire l'accesso alle strutture del campus a chiunque potesse esprimere idee offensive. Adesso appunto si è arrivati al 50%. Il 78% degli studenti ritiene che le istituzioni dovrebbero adoperarsi per far conoscere meglio le culture non europee. Il 64% vuole che esse consultino le rappresentanze delle minoranze religiose prima di prendere decisioni circa i programmi o le iniziative. E il 36% si augura che tutti gli spazi dei college, delle mense alle biblioteche, alle aule ai prati, vengano rigorosamente segregati su base sessuale, con le donne confinati nei safe spaces a loro riservati. E insomma nel paese, nel Regno Unito, dove è nata proprio la liberazione sessuale e il movimento delle suffragette, questo fa pensare. Oltre la metà degli studenti, il 54%, vorrebbe eliminare dalle biblioteche i libri i cui contenuti possano essere in qualche modo urtare la sensibilità di qualcuno. Quindi c'è la caccia anche ai libri proibiti. Ecco, tutto questo è sconcertante, però noi in Europa abbiamo vissuto un altro periodo che ha cambiato il modo proprio di vivere la cultura, ha cambiato il modo di essere, il modo anche di insegnare, il metodo di insegnamento nelle università, che è il movimento sessantottino. Il movimento sessantottino, che anche quello originariamente è nato in America contro la guerra in Vietnam, ma poi si è affermato in maniera proprio più potente proprio in Francia, era un movimento, se possiamo dire, edipico. Uccideva i padri, uccideva l'autorità, uccideva le regole e si è affermato pesantemente proprio nelle nostre università, nelle nostre scuole. Oggi possiamo dire, volevo chiedere questo a Monsieur Lépée, se il wokism è un derivato del movimento sessantottino e in qualche modo non ne sia parricida. Lei lo ha detto, no? Dal vietato vietare sessantottino, oggi invece il wokism arriva proprio a vietare, a voler imporre il pensiero unico, che deve essere unico, non ci devono essere altri pareri, altre visioni, e vieta, di fatto censura. Quindi dal vietato vietare a, anzi, bisogna vietare tutti i pensieri che sono differenti. Grazie. Merci beaucoup Susanna pour à la fois ton témoignage et ta question particulièrement intéressante. Oui, je pense qu'elle mérite réponse, Monsieur Lépée. Quel lapsus encore, Monsieur Lépée. Ça mérite réponse, je pense, de votre part sur la question sur voilà l'analogie, la généalogie avec 68. Alors je pense que c'est trompeur parce qu'il peut y avoir une analogie dans le fond, dans l'esprit de certaines idées, mais il ne faut pas oublier que en France, en tout cas, mai 68, l'élément déclencheur, c'est quand les étudiants ont revendiqué le droit d'entrer dans le dortoir des étudiants, dans le dortoir des filles. C'était une revendication de mixité. Aujourd'hui, les étudiants s'organisent pour faire des ateliers non mixtes. Donc là, c'est un petit peu différent. Et surtout, il y avait, qu'on soit d'accord ou non, il y avait un esprit libertaire dans le mouvement de 68 qui est dramatiquement absent du mouvement actuel, où au contraire, tout se rigidifie. Et s'il fallait faire un parallèle historique, non pas quant au contenu idéologique, mais quant à la forme, je préférerais le comparer à la révolution culturelle chinoise. Merci beaucoup pour cette vision que vous portez sur le sujet. Je suis obligée d'accélérer un tout petit peu parce que on dépasse un petit peu les temps. Nikolaos, on attend avec impatience votre commentaire, vos questions sur l'intervention de Monsieur Lépée.
Merci, vielen Dank, Patricia. Ich bin auch deutlich kürzer. Als der Wokismus zum ersten Mal in Deutschland auftauchte, dachte ich, dass sozusagen der anti-weiße Rassismus von Frantz Fanon einfach nur umgedreht oder in die Realität umgesetzt mit ein paar marxistischen Wurzeln. Aber es war ziemlich bald klar, dass es beim Wokismus nicht um eine soziale Bewegung geht, sondern um eine identitäre. Aber wenn wir uns andere Bewegungen angucken, wie die Fridays for Future, also wenn es um Klimawandel geht, wenn es um den ganzen Bereich der Human Rights geht, wenn es um Migranten geht, wenn es um LGBTI und Gender geht, dann stellen wir doch fest, dass im Grunde genommen, das wäre auch meine Frage an Herrn Lepée, geht es nicht auch beim Wokismus letztlich darum, die totale Meinungshoheit zu erlangen? Also meiner Meinung nach ist ein Zeichen der heutigen Zeit, dass der Kampf geht nicht mehr um Klassen, um Nationen oder um Gerechtigkeit, sondern er geht eben um das, was Antonio Gramsci die kulturelle Hegemonie bezeichnete. Also wer das Sagen hat, der kann auch auf Grenzen und auf Souveränität und auf alles andere verzichten, weil er ohnehin das Denken vorgibt und die Begriffe prägt. Und wer sich im Rahmen der Begriffe oder nur im Rahmen der vorgegebenen Begriffe bewegen kann und weiß, alles andere ist tabuisiert, der hat sowieso keinen anderen Ausweg. Und meine These wäre, dass der Wokismus genau in diese Richtung geht. Es geht um die totale kulturelle Hegemonie. Der berühmte, aber leider hoch überschätzte deutsche Philosoph Habermas hat ja das Wort vom sogenannten herrschaftsfreien Diskurs mal geprägt. Die Linke hat aber sehr schnell begriffen, dass die diskursfreie Herrschaft sehr viel angenehmer ist. Und ich glaube, genau da geht es hin. Und das wäre meine Frage eben an Herrn Lepée. Ist das nicht ist der Wokismus nicht eine dieser vielen Attacken auf die Meinungsfreiheit und überhaupt die Freiheit des Geistes? Oui, alors je partage en grande partie ce que vous dites. Vous l'avez bien dit, c'est l'idée qui prime sur les rapports matériels, les rapports de classe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lien, à mon avis, avec le marxisme. Le wokisme, au contraire, est un idéalisme qui cherche à établir, comme le disait Gramsci, une hégémonie, mais qui pour cela ne joue pas le jeu, parce que non seulement il y a cette censure qui fait qu'on ne peut pas vraiment lui répondre, mais même lorsqu'on essaye, c'est la raison elle-même qui est attaquée. La rationalité est ramenée à une construction blanche, occidentale, viriliste, etc., etc. Donc on n'a pas la possibilité d'argumenter. Il faut avoir des bases universelles pour pouvoir dialoguer. Et là, on n'y arrive pas. Donc c'est non seulement une attaque contre les libertés, mais c'est encore plus fondamental, c'est une attaque contre la raison et la possibilité du dialogue et de l'échange d'idées. Et c'est ça le caractère radical et extrême de cette pensée. Et c'est pour ça qu'il faut les ramener de force sur le terrain de l'agora. Sinon, on n'a aucune chance d'en triompher. Merci, merci beaucoup pour cette réponse et votre vision que vous portez sur le commentaire de notre collègue Nikolaus. Nous avons quelques minutes également pour des questions de la salle ou des observations à formuler. Je pense qu'on peut en prendre deux. Donc, tu es dans les starting blocks, Gilles, c'est très bien. Et Christina également. On va peut-être donner la parole d'abord à votre collègue féminine selon les bons usages de la courtoisie française. Christina, je te passe la parole. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich sehr interessanten Vortrag. Jetzt scheiden sich so ein bisschen die Geister. Mit was ist es jetzt historisch vergleichbar? Nikolaus hat eben auch noch Anmerkungen gemacht. Ja, die Diskursfreiheit der Herrschaft im Prinzip. Es wurde auch über diese, ja, will man sagen, instrumentalisierten Aktivisten. Das sind nämlich die jungen Leute, die total dafür sind und die das richtig klasse finden. Und es geht ja hier um Toleranz und Nächstenliebe und was weiß ich nicht was alles. Halten Sie es für zulässig, dass man hier in der Tat aber eine Aufteilung vornimmt, und zwar der Gestalt, dass es sich in der Tat bei diesen Aktivisten, bei diesen jungen Leuten um instrumentalisierte
junge Leute handelt, die tatsächlich glauben, für das Gute zu kämpfen. Ich will mal sagen, die Unternehmen, die Sie auch angesprochen haben, in deren Interesse das eigentlich nicht ist, die springen damit auf. Aber dass es dann noch einen ganz anderen Aspekt gibt, und ich nenne sie immer in Ermangelung eines anderen Wortes, die globalitäre Elite, man könnte auch Globalitarismus dazu sagen. Und die machen sich das eben zunutze. Und es scheint mir doch so zu sein, dass deren Ziel, so erschließt sich das mir zumindest, es eben genau darauf anlegt, hier wir haben es hier mit Identität zu tun, zwar Identitätsraub. Und zwar dahingehend kulturelle Identität, nationale Identität, das wird alles in Abrede gestellt. Jetzt geht es an die sexuelle Identität und das ist doch der Kern dessen, was einen Menschen ausmacht. Da kann man dann durchaus davon reden, dass hier die Menschen ihrer Identität so beraubt werden sollen, dass sie im Prinzip nichts weiter sind als Teil einer formbaren Masse, mit der man dann mehr oder weniger machen kann, was man will. Würden Sie dem zustimmen? Ich wäre da sehr interessiert an Ihren Gedankengängen. Je pense que c'est effectivement une piste pertinente. Dans l'histoire, la jeunesse a toujours été mobilisée dans ces moments-là parce qu'elle est plus facile à influencer. Alors, dans les grands cas du XXe siècle, j'ai parlé de la révolution culturelle, donc je pense aux gardes rouges, mais aussi aux jeunesses hitlériennes. Ces gens-là étaient instrumentalisés par l'État, par leur État. Là, c'est pas le cas, ou pas directement du moins. S'ils sont instrumentalisés par un État, c'est peut-être un État étranger, et c'est dans le but de subvertir et d'affaiblir notre civilisation. Donc, je pense qu'il s'appuie aussi sur le fait que cette jeunesse non seulement est assez perméable à la radicalité, comme ça a toujours été le cas. Il y a un élément en plus, c'est qu'il y a quand même une certaine déculturation, une baisse du niveau intellectuel dans la formation des écoles, ce qui fait qu'il est plus facile de faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et pour reprendre l'exemple de 68, je suis pas sûr qu'à cette époque-là, avec le niveau d'exigence de l'université française, on ait pu faire passer des idées comme les idées woke, parce que les intellectuels auraient été les premiers à dire non mais c'est vraiment pas sérieux, ça tient pas debout. Mais il y a sans doute, sans aller jusqu'à parler de complot, mais une volonté d'affaiblir. D'ailleurs, les Chinois, moi qui lis un peu ce qu'ils font, les Chinois rient beaucoup en nous voyant, parce que eux, le wokisme, ils l'applaudissent. Mais ils l'applaudissent pas parce qu'ils sont d'accord, mais parce qu'ils y voient une force de dissolution de leurs adversaires. Et je pense qu'ils sont assez lucides sur ce point. Merci beaucoup, Monsieur Lépée. Et extrêmement intéressant de faire le parallèle effectivement avec l'éducation et la baisse du niveau d'éducation généralisée en France, qui est dramatique, généralisée sur le continent européen, et qui fait effectivement que j'ai entendu l'autre jour que 20% des lycéens interrogés en France croyaient que la Terre était plate. Non mais franchement, il y a de quoi se poser des questions. Oui, cher Gilles, je t'ai pas oublié du tout. J'attends avec impatience tes observations, ta question. Merci Patricia, donc merci à tous les intervenants. J'aurais un témoignage et puis une réflexion à vous livrer. Le témoignage, c'est que j'ai gardé un cours de liberté publique à l'université et sans savoir que cette conférence aurait lieu, j'ai posé il y a une quinzaine de jours un sujet à mes étudiants qui consistait à leur demander de commenter un texte qui critiquait le wokisme. Et le mal est profond parce que, à ma grande surprise, la moitié à peu près de l'effectif a pris la défense du wokisme en expliquant que c'était quelque chose de merveilleux. Donc il ne faut pas minimiser le danger qui émerge, d'autant que mon université est loin d'être l'une des plus à gauche qui soit. Donc ça a quand même été pour moi une certaine surprise. Donc ça, c'est un fait sur lequel il faut réfléchir. Et puis la deuxième réflexion, c'est que je pense, moi, qu'il y a beaucoup de liens quand même entre le wokisme et la pensée marxiste. Par exemple, il y a une vision de l'histoire qui est assez ressemblante. Pour eux, l'histoire, c'est l'histoire d'une domination, d'une classe dominante sur des classes dominées, sauf qu'ils remplacent évidemment les classes sociales de Marx par d'autres concepts, par des concepts de genre ou d'origine. Pour eux, nous sommes victimes d'un patriarcat dans lequel les hommes dominent de façon structurelle, de même qu'il y a, pense-t-il, un racisme structurel. Et ce mot de
de racisme structurel est intéressant parce que ça fait référence à une autre pensée de Marx qui estimait qu'il y avait une infrastructure qui expliquait l'histoire humaine au-delà de la superstructure qui était notamment le droit, l'affirmation de certaines libertés, etc. Et les wokistes pensent, comme les marxistes, que nos libertés sont formelles. C'est un point commun que je trouve très troublant et qui m'a été longuement d'ailleurs exposé dans les copies par les étudiants qui sont en faveur du wokisme. Donc je pense que ces étudiants sont dans une certaine mesure influencés encore par une sorte de marxisme dégénéré. Voilà. Alors il ne faut pas se décourager, mais le mal est véritablement profond. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser les racines marxistes de cette pensée, ce qui me laisse penser qu'il faut attaquer le marxisme aussi pour venir à bout du wokisme. Ce n'est pas la seule façon de procéder, mais je pense que c'en est une. Oui, alors là par contre je suis en désaccord. Je pense vraiment que cette association du wokisme au marxisme, qui est souvent utilisée en utilisant l'expression de marxisme culturel, est une invention d'une certaine droite américaine. Je crois que ça a été forgé plus ou moins par les gens de l'alt-right. Je suis pas sûr que les Américains soient les mieux pas placés pour nous expliquer ce qu'est le marxisme. Et attention, autant il faut se méfier de l'importation américaine du wokisme, autant il faut se méfier d'autres importations américaine, parce que même si sur le plan des libertés formelles on pourrait en discuter, il n'empêche, vous l'avez dit, que le marxisme suppose la prééminence des infrastructures matérielles économiques sur les superstructures idéologiques, alors que le wokisme, lui, n'est pas un matérialisme, mais est un idéalisme, parce que si chaque fois qu'on a des entités en lutte pour la domination, on y voit une forme de marxisme, alors le darwinisme est un marxisme biologique. Tout est conflit et rapport de lutte dans la nature. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on y voit la patte du marxisme. Je pense que là c'est un travers qui pourrait nous emmener sur une voie de garage, surtout que je vous recommande les ouvrages de marxistes français tout à fait sérieux, comme un jeune chercheur qui s'appelle Loïc Chéniaud, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Marxisme et intersectionnalité, qui est en fait une charge anti-wokiste d'un point de vue marxiste, et c'est vraiment inattaquable. Quand je disais de mettre la pression à gauche, je pense qu'on peut trouver chez les marxistes sérieux, bon ils sont pas très nombreux malheureusement, mais des alliés dans la lutte anti-woke. Les autres s'égarent, et voilà. Merci, Monsieur Lépée. J'entends bien qu'il y a, on commence avec un sujet, on commence à ouvrir un sujet qui mène à des vastes débats et à des opinions et à des échanges d'idées. Pour aujourd'hui, nous allons conclure parce que les interprètes. Ah, Gunnar, pardon. I shall say something. We've still got, on a encore des interprètes, n'est-ce pas? Très bien. So I'll continue in English. Two things. I'll try to be quick. First of all, you did say that that wokeism originated in the United States, like so many other ills. I agree. However, one cannot deny that it's caught on in Europe, and massively so. What explains that what explains the fact, what's the reason for it, that now in Europe there seems to be even less resistance to wokeism than in the US? Maybe I'm wrong, but that seems to be my impression. Secondly, we have in Germany a curious phenomenon which I cannot possibly explain, and with which I certainly don't empathize. These are the Greens. I have no. When I was at university, I read an article, "What It's Like to Be a Bat." I don't know what it's like to be a Green, but. You described wokeism primarily as an extreme, perverted form of libertarianism. But there are obvious relationships. On the one hand, to Greenism, which is a kind of internationalism and somehow committed to the abolition not only of European culture but of Europeans.
And then on the other hand, to the critical school, i.e. not so much Marxism in its traditional form, which I regard as quite a respectable system of beliefs, because it's, amongst many other things, profoundly Eurocentric, but as something that is opposed to almost everything. So there's a destructive element. So what is the relationship between wokeism and greenism on the one hand, and with it a certain primitivism, because the Greens are above all a primitivist movement. They believe that one can run a modern economy like Germany's with solar and wind power. And then the critical school on the other hand. So that's enough, I think. Alors concernant le verdisme, je suis pas sûr d'être très au fait sur cette idéologie, en tout cas celle des verts de différents pays européens. Ce que je sais en revanche, c'est que le wokisme ne saurait être un écologisme puisqu'il est dans le déni du donné naturel. Quand on en est à contester sa propre identité corporelle, physique et sexuée, il est difficile en même temps de vouloir jouer la partition de la nature contre la machine. L'aboutissement technique logique du wokisme, c'est le transhumanisme, et le transhumanisme est la démarche la plus antinaturaliste, la plus anti-écolo et la plus puritaine qui soit. Sans adhérer au discours des Verts que vous attaquez, je me sens pour ma part très écologiste, et c'est une des raisons qui me pousse à essayer de résister à ce mouvement woke. Et quant à la deuxième partie de la question, c'est intéressant, mais là, c'est une vraie question philosophique qui prendrait malheureusement trop de temps pour la tribune qui nous est donnée ici. Merci beaucoup, Monsieur Lépée. On aura le temps d'en parler tout à l'heure lors de notre verre, mais je voudrais bien laisser la parole à Philippe, qui a pris beaucoup de notes pendant ton attention toute particulière pour le sujet et les orateurs, les questions et les intervenants. Pour la conclusion, Philippe, je te passe la parole avec plaisir. Merci Patricia. Tout d'abord, je voudrais tous vous remercier de votre présence et remercier tout particulièrement les orateurs qui ont ouvert un certain nombre de pistes de réflexion sur un sujet qui m'apparaît, mais qui nous apparaît tous comme extrêmement important. Gilles l'a dit, on voit en fait que les termites sont en train de manger toutes les structures de la maison. On avait regardé les choses et on a vu Black Lives Matter, on a vu MeToo, et on s'est dit tiens, il y a quelque chose qui apparaît. Et en fait, quand on regarde, le mal est beaucoup plus profond, beaucoup plus imprègne un certain nombre d'institutions qui devraient, on en parlait tout à l'heure, servir de garde-corps, et en fait on a le sentiment qu'on est dans un schéma qui est extrêmement destructif, qui amène à une fragmentation de la société, qui prospère sur l'individualisme des gens, des jeunes qui n'ont plus d'identité et qui se trouvent des identités de substitution pour aller vers on ne sait où. En réalité, au départ et dans les années 68, c'était l'État qui était oppresseur. Et puis maintenant, tout le monde est oppresseur, et surtout si on est occidental. Parce que derrière tout ça, il y a en fait une convergence d'attaque contre le monde occidental, contre la civilisation occidentale, et donc la civilisation européenne. Et elle concerne évidemment, et ces attaques concernent évidemment tous nos pays qui sont des pays européens. Tout cela se fait évidemment dans une compétition victimaire où un certain nombre de gens sont tous plus victimes les uns que les autres, et essayent évidemment de tirer parti de ce statut particulier de victimisation. Ils sont dans le camp du bien, ils expriment la vertu, et finalement la question qui se pose, c'est qu'est-ce que le wokisme? Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est autre chose qu'une idéologie? Est-ce que c'est une tendance qui disparaîtra? Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois que c'est plus qu'une idéologie. Je crois que c'est quasiment une religion. Et pourquoi c'est une religion? Parce que c'est un mouvement qui a des dogmes qui sont pratiquement non pas fondés sur la raison, mais sur la foi. Parce qu'il y a des grands prêtres, parce qu'il y a des rites, on s'agenouille,
parce qu'il y a des autoflagellations publiques. Je voyais un reportage sur Evergreen où des professeurs se présentent et commencent par dire « Voilà, je suis blanc, hétérosexuel, issu d'une famille pauvre, mais comme j'ai des diplômes, j'ai un certain nombre de privilèges. » Et donc les gens viennent en gros dans des confessions publiques et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à la révolution culturelle. Mais tout ça nous amène à la réhabilitation d'une forme d'obscurantisme. Alors on a l'islamisme qui est un obscurantisme, et puis là on a le wokisme qui est un autre obscurantisme, et quand on voit par exemple les écoféministes, on est pratiquement dans l'animisme, où on parle de sorcières, etc., de choses absolument surréalistes dans un monde qui s'est fondé, une civilisation qui s'est fondée sur la raison. Et voir que l'ensemble de nos de valeurs de civilisation, la liberté d'expression, la raison, le raisonnement, la logique, tout ça est battu en brèche pour une espèce de mouvement qui finit par un nihilisme et une destruction de nos sociétés, est évidemment très inquiétant. La réflexion que nous avons, qui est une réflexion fondamentale, et encore merci à David Lépée pour sa remarquable intervention, n'est qu'un début. Je pense qu'il faut ouvrir le débat et il faut que nous qui sommes des politiques, nous nous saisissions de cette question-là. Il faut évidemment une réponse intellectuelle, philosophique, mais je crois qu'il faut aussi une réponse politique, et j'allais même dire législative. Pourquoi je dis législative? Parce que quand on a des réunions interdites aux Blancs, ça s'appelle du racisme. Quand on a des réunions interdites ou des manifestations interdites aux hommes, ça s'appelle du sexisme. Quand on essaye de changer le genre des enfants, ça s'appelle de la maltraitance et ça s'appelle un crime contre les enfants. Et puis quand on interdit la liberté académique, ça doit être combattu par la loi. Donc, et éventuellement par des subventions qui sont ou qui ne sont pas données en fonction d'un certain nombre de comportements qui sont légalement vertueux ou non. Alors il ne s'agit pas évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec M. Lépée pour dire qu'il ne faut pas établir une sorte de macartisme, mais il ne faut pas laisser les principes légaux être violés. Et je pense que si on rappelait un certain nombre de principes de droit, et notamment de droit pénal, il y aurait une criminalisation morale d'un certain nombre de comportements tout à fait inacceptables. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion de cet échange que nous avons, ce premier échange que nous avons. Moi, je souhaite que tous les députés européens de toutes les nationalités puissent parler de ce sujet, qu'on mette des mots communs sur ce que l'on voit, ce que l'on constate, et que l'on essaye de trouver les pistes pour en sortir très vite, parce que je pense que comme l'immigration massive, comme la mondialisation, le wokisme est un danger qui menace l'Europe. Je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup Philippe pour ces mots de clôture pour cette première conférence sur le sujet du wokisme. Je tiens à signaler pour le débat que nous allons avoir tout à l'heure la présence avec nous également de Paul Boniface qui est, et je vais le dire en néerlandais, de eerste schrijver van een boek in het Nederlands over wokisme. Je vais le traduire en français parce que je pense que personne n'a eu le temps de mettre sa case de traduction, mais c'est un écrivain flamand qui a écrit le premier livre sur le wokisme en néerlandais. Donc on est ravis de vous avoir eu avec nous aujourd'hui et on sera ravis tout à l'heure d'échanger. Je remercie bien sûr Monsieur Lépée pour votre intervention, les tas de sujets que vous avez mis sur la table. On voit un bouillonnement chez tout le monde ici présent pour continuer à en parler et continuer à évoquer ces sujets. Merci beaucoup Susanna pour ton intervention, tes questions et ton témoignage. Nicolaus, merci également à toi. Philippe, encore merci pour ta conclusion. Je vous remercie tous d'avoir été là. Encore un remerciement aux interprètes. Nous avons tenu nos délais et à toutes les équipes qui ont permis l'organisation. Et j'espère de vous dire à très bientôt pour une nouvelle conférence sur ce sujet parce qu'on est loin d'avoir creusé tous les aspects de cet important sujet. Merci beaucoup.